Dans cet épisode de Miss Buster armée jusqu'aux dents, l'équipe revient dans une rafale de plomb. Adios, muchacho. Leur cible, 8 clichés de longue date sur les fusillades du grand écran. Ne tirez pas! Un héros peut-il courir à travers une pluie de balles? Est-il vrai que le cow-boy qui dégaine le premier est toujours le premier à mourir? Je suis mort. Je ne suis plus. Et peut-on vraiment clouer quelqu'un à distance avec un cloueur? Regardez un peu ça. Et ce n'est qu'un début. Vous verrez une mitraillette braver un escalier. Des balles modifiées. Et du tir à deux mains. Je viens d'infliger des blessures extrêmes à Jamie qui lui ont coûté un bras. Que les accros de la gâchette mettent la main à la crosse et se préparent au plus spectaculaire déluge de balles qui soit. Tu croyais que c'était ton jour de chance? Qui sont les Miss Buster? Adam Savage Ça, c'est de la science. et Jamie Heineman. Je suis prêt. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, Dans le ventre de la bête. Carrie Byron Cette voiture vit ses dernières heures. et Tori Bellecci. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Dans cet épisode spécial fusillade hollywoodienne, les Miss Buster ont la gâchette facile et des mythes plein leur chargeur. Alors, toi, tu es un cow-boy. Et toi, tu es un... Qu'est-ce que tu es au juste? Un tireur d'élite, ça se voit, non? Pas vraiment. Mais j'en conclus qu'on tourne un épisode sur les armes. Tout à fait. Cet épisode tout entier est consacré au mythe des fusillades hollywoodiennes. Et crois-moi, ils sont très nombreux. Oui, certains sont spécifiques à un film donné, comme celui de la scène du film True Lies, où Jamie Lee Curtis fait tomber un pistolet mitrailleur dans les escaliers. Il tire en rebondissant et tue tous les méchants. D'autres sont des clichés incontournables. Qui gagne vraiment le duel au revolver? Le méchant qui dégaine en premier ou le héros et ses réflexes? Super! Le premier mythe est celui des munitions illimitées. Oui, il provient des anciens films d'action qui comportent des fusillades interminables, où tout le monde tire cartouche après cartouche sans jamais recharger son arme. On sait bien que les armes sont équipées de chargeurs à la capacité limitée. C'est quoi le test? On doit déterminer combien de temps il faut réellement pour vider un chargeur. On saura alors combien de temps les fusillades hollywoodiennes devraient durer. Ça me plaît. Ces tests requièrent que les Miss Buster se mettent en route vers le pas de tir. Les armes de la science. J'ai pas envie de tirer aujourd'hui. Pour mettre ce mythe à l'épreuve, il leur faut un chronomètre et une panoplie d'armes automatiques. Pour ce test, on se placera derrière cette cloison. Puis, comme dans les films d'action, on sort et on commence à tirer. Le chronomètre commencera au premier tir et nous indiquera exactement combien de temps il faut pour vider nos chargeurs. Et voici l'arsenal de films d'action et de guerre de l'équipe des Miss Buster. Voici le Mac-10, rendu célèbre par le film True Lies. Nous avons un Uzi utilisé dans Terminator. Et on a ici l'AK-47 rendu célèbre par Rambo. Et enfin, le M16 que vous avez pu apercevoir notamment dans Full Metal Jacket. On testera les armes de la plus petite à la plus grande. Et pour ouvrir les tests, avec la plus petite arme automatique, voici Tori. Le pistolet mitrailleur Mac-10. Compact, simple et mortel. Je suis tout excité à l'idée de m'en servir. J'ai un ami ici qui a envie de te rencontrer. Vous êtes prêts? Prêt? C'est parti! 2 secondes. C'est pas possible! Ça laisse pas beaucoup de temps à la fusillade. Je suis un peu jalouse, j'admets, je suis jalouse. Inutile de vous dire que c'était la plus belle sensation que j'ai jamais éprouvée. Il faut que j'aille vérifier l'état de mon pantalon. Le temps de cligner des yeux, c'était déjà fini. Tori a vidé le chargeur du Mac-10 en moins de 2 secondes. Le chargeur de l'Uzi sera-t-il aussi rapidement épuisé? Voici l'Uzi 9 mm. Eh oui, Grant n'a même pas le temps de pousser son cri de tueur que le chargeur de l'Uzi est déjà vide. 25 cartouches en 2 secondes. 2 secondes! Maintenant, au tour de l'AK-47. Je passe en mode Rambo. Le temps à battre est de 2 secondes. Et c'est au tour de Carrie avec l'arme automatique numéro 3. Ça a l'air très dangereux. Allez, Carrie, montre-nous de quoi t'es capable. 2 secondes. Wow!
C'était vraiment rapide. Carrie sort l'artillerie lourde. Et tout comme les deux autres armes, tout est fini au bout de 2 secondes. Le mythe du tir interminable hollywoodien est en mauvaise posture. La 4e arme est la plus grosse et la plus dévastatrice de toutes, le M16. Le M16, c'est parti. Il ne fait pas exception à la règle. Grant vide le chargeur en l'espace de 2 secondes. Il n'y a plus grand-chose pour défendre la fusillade hollywoodienne. Aucune arme n'a tiré plus de 2 secondes. J'ai bien peur que ce mythe soit bidon. Dans les films, ils tirent pendant une éternité. On n'a tiré que pendant 2 secondes. Mais on les voit jamais recharger leurs armes. Il faut en tenir compte. On vide un chargeur, on le remplace, on tire à nouveau et on chronomètre la séquence. J'aime ce que tu viens de dire. Tout de suite, un mythe qui a traversé les époques. Lorsque l'équipe s'est attaquée au mythe des positions de tir hollywoodiennes, J'adore cette sensation, j'ai l'impression d'être un robot meurtrier. il leur est apparu qu'Hollywood était davantage porté sur le style que sur le réalisme. Mais selon les fans, cette méthode de tir stylisée hollywoodienne demande un examen plus approfondi. Depuis la diffusion de cet épisode, des fans ont relevé une erreur dans notre approche. Laquelle? Lors du tir à 2 mains, on a tiré de la façon la plus logique, en alternant les tirs. Mais Hollywood n'est pas logique. Pas du tout. Et les fans disent avoir vu des films dans lesquels les 2 armes tiraient simultanément. Ils veulent donc qu'on effectue le test une nouvelle fois. Une cible unique, puis 2 cibles, mais cette fois en tirant des 2 côtés. En même temps. Je suis partant. Afin de découvrir si le tir double synchronisé est effectivement plus efficace, ils se rendent au Rod and Gun Club. Nous allons utiliser le même système de comptage des points. Laissez-moi vous le rappeler. Le noir vous rapporte 10 points, le jaune 7, le blanc 6 points et le rouge 5 points. On additionne les points de chaque tir avant de diviser ce nombre par la durée de tir et on obtient notre score final. La première fois qu'on a effectué ce test, notre score de référence était de 7,3. C'est notre objectif. Tout score proche ou supérieur à cette référence prouvera l'efficacité de notre méthode. Tout d'abord, c'est kit ou double pour Jamie, qui pointe ses 2 canons vers le mythe. Prêt? Quel tir groupé! Je crois que t'as fait un bon score. On peut dire que Jamie tirait des 2 bouts à la fois. Ces tirs simultanés ont tous atteint la cible et son score est impressionnant. 69 points. Bien joué, Heinemann. C'est bien joué. Divisé par son temps, ces points lui donnent un score de 9,3. C'est maintenant au tour de Adam. Contrairement à Jamie, Adam vise quelque peu à côté de la cible. Oh, c'est pas vrai. J'ai tout tiré à droite de la cible. Je viens d'infliger des blessures extrêmes à Jamie qui lui ont coûté un bras. Ces tirs lui rapportent néanmoins quelques points. 37 points. 37 points. Son score, une fois calculé, prouve cette méthode du tir double simultané plausible. Pour l'instant, en tirant des 2 côtés simultanément sur une seule cible, comme on vient de le faire, mon score est de 9,3. Celui d'Adam est de 6,9. Cela nous donne une moyenne de 8,1, ce qui est tout à fait respectable si l'on considère que notre score de référence était de 7,3. Tout à fait respectable. Mais pour l'épreuve ultime du tir simultané, il est nécessaire d'ajouter une cible. Dites-moi. Je suis prêt. Prêt? Jamie, regarde ça. T'as fait un carton. Tes tirs ont atteint leur cible des 2 côtés. Super. Je suis droitier. Mon tir était meilleur du côté droit. Qui l'eût cru? Bien joué. Le tir simultané sur 2 cibles différentes a bien mieux fonctionné que je ne l'aurais cru. J'ai fait mouche des 2 côtés et la plupart des balles ont atteint la cible, ce qui devrait me donner un bon score. 2, 31... C'est bien joué. 28, 41. 69 points au total.
Les points de Jamie sont inscrits au tableau et lui donnent un score final de 8,3. Mais pour tester ce mythe, il faut une moyenne. C'est donc à Adam de saisir les 2 pistolets. Bon score du côté droit. Oui, la main gauche n'est pas si bonne. J'ai compté 42 points. Et toi? Ton total est de 17. 17, 59, c'est pas mal du tout. C'est bien. Super. Voilà qui conclut le test. La moyenne du tir simultané sur 2 cibles différentes est juste au-dessus de la moyenne de référence. Nos fans avaient tout à fait raison. Tirer simultanément méritait un nouveau test, et ça fonctionne encore mieux. Si l'on en croit les films, les armes peuvent tirer indéfiniment. Vous ne serez jamais à court de munitions. Mais vous ne serez pas surpris de voir le mythe battre de l'aile après ce test. Je crois qu'on peut dire que ce mythe est bidon. Les chargeurs de toutes nos armes automatiques se sont vidés en seulement 2 secondes ou moins. Les personnages de films d'action tirent pendant 5 voire 10 minutes. Et si les tireurs rechargeaient leurs armes, mais qu'on ne le voyait pas à l'écran? Une fois le secret des tirs illimités percé, est-ce qu'un nouveau chargeur suffira à créer une rafale de balles façon Hollywood? Voici le Mac 10. Je vide un chargeur, puis je le remplace avant d'en vider un deuxième. Dans 3, 2, 1. Recharge. Ça fait 10 secondes. Oh, c'est très rapide. Ouais, d'autant plus que la recharge représente la moitié de ce temps. C'était quand même génial. Grant se prépare à tester l'Uzi. Il est à court de munitions en 10 secondes. C'est ridicule. Tu imagines une fusillade de 10 secondes dans un film d'action? Non, dans les films d'action, il tire à n'en plus finir. Une fois de plus, les chargeurs se vident beaucoup plus vite que ne le laissent croire les films d'action. Pour l'instant, avec l'équivalent en cartouche de 2 chargeurs, notre temps de tir ne dépasse pas 10 secondes. Ce n'est pas assez pour nous. On va faire un nouvel essai, avec l'arme la plus facile à charger et le plus grand nombre de chargeurs dont on dispose, à savoir 4. Ça nous fait un total de 100 balles à tester avec l'Uzi. C'est parti. 3, 2, 1. Plus de balles. Recharge. Terminé. Et on recharge. Chargeur suivant. Terminé. Voilà, 27 secondes. Voilà un mythe bidon. Cette fois, les Mythbusters avancent une marche à la fois. On a parlé de ce mythe tout à l'heure. Jamie Lee Curtis a un pistolet mitrailleur Mac 10 entre les mains. Elle trébuche, elle le fait tomber et il dégringole le long des escaliers et se met à tirer toutes ses balles, qui viennent miraculeusement tuer tous les méchants. On peut pas tester un miracle, mais on peut déterminer si un Mac 10 lâché dans l'escalier se met à tirer avec le choc. Un pistolet mitrailleur et un escalier. C'est parti. On peut avoir Jamie Lee Curtis aussi? Cette fusillade cinématographique rebondissante doit son effet à la gravité de la situation. Un pistolet mitrailleur pourrait-il vraiment se mettre à tirer dans sa chute le long des marches? Voilà comment nous allons procéder. Nous avons un Mac 10, comme celui du film, chargé à blanc et contenant 30 cartouches. Nous avons un escalier, comme dans le film. Nous allons faire tomber l'arme comme si quelqu'un la tenait dans sa main, puis la laisser tomber. Puis on verra, lorsqu'elle rebondit sur les marches, si elle s'actionne, comme elle le fait dans le film. Dans le film, Jamie Lee Curtis est en train de tirer. Et c'est le recul de l'arme qui la lui fait lâcher. Nous allons donc désactiver la sécurité. Une fois désenclenchée, l'arme sera prête à faire feu. Je crois qu'un tir accidentel est possible. Ça va être drôle. On aura peut-être un tir, peut-être 2, mais pas plus. Mais je crois vraiment que c'est possible. Voilà ce que fait l'arme lorsqu'on ôte la sécurité.
Pour cette raison, ils se mettent à couvert pour découvrir si l'arme libère le même torrent de balles dans sa chute. Voici la chute du pistolet mitrailleur dans les escaliers. Dans 3, 2, 1... Il est tombé d'une marche, mais pas un coup de feu. Non, je vois pas comment ça pourrait tuer le moindre gangster. Non. À vrai dire, ce n'est pas vraiment la chute finale qu'on attendait. On a fait tomber le pistolet de la hauteur à laquelle on le tiendrait, normalement. À notre surprise, il n'a pas fait feu. Il a rebondi sur 2 marches sans le moindre coup de feu. On va maintenant augmenter la hauteur de chute de l'arme et voir si le choc provoquera un coup de feu. Plus la chute est longue, plus elle est violente. La hauteur fera-t-elle toute la différence? Ça me fend le cœur de faire tomber ce pistolet le long des escaliers. Il n'y a qu'une façon de le découvrir. Le Mac 10 tombe le long des escaliers depuis une hauteur de 1 mètre. Chute dans 3, 2, 1. Regarde un peu ça. Le pistolet n'a pas tiré un seul coup de feu. Le choc a été violent. Quoi qu'il arrive, je crois qu'on peut pas faire mieux. Aucun coup de feu. Encore un mythe bidon. Bidon. Contrairement à la folie balistique de la scène du film, le Mac 10 n'a pas fait feu une seule fois. On a donné au mythe les meilleures chances qui soient en reproduisant les conditions présentes dans le film. Comment ont-ils fait dans le film? Il s'agissait sans doute d'une arme modifiée. Peut-être une détente ultra-sensible ou un autre type de modification interne. Quoi qu'il en soit, avec un Mac 10 conventionnel, ce mythe est bidon. À présent, il est temps pour les Mythbusters d'enfoncer le clou. Tout de suite, le cliché hollywoodien du cloueur. Il provient du film où le héros et le méchant se tirent dessus sur un chantier de construction. Le héros prend son arme et juste au moment où le méchant est sur le point de lui porter le coup de grâce, il saisit un cloueur et tire. Et il vise parfaitement. Et les clous causent toujours la mort du méchant, chaque fois. C'est l'heure de tirer au cloueur? Si vous êtes pris de court et qu'il vous manque l'outil pour vous défendre, vous n'êtes qu'à un clou de la victoire. Mais peut-on vraiment vaincre un ennemi avec un cloueur? Nous allons tester une arme typique du film d'action hollywoodien, le cloueur. Il fonctionne comme un pistolet traditionnel. Il contient un chargeur duquel les clous sont acheminés jusqu'au canon et le clou est ensuite propulsé sous l'action de ressort. Nous allons maintenant tester la précision et la pénétration des clous et les comparer à celles de nos balles. On commence par un test de référence avec un 9 mm sur notre cible. Ensuite, on testera le cloueur pour voir à quel point il est précis et son pouvoir de pénétration. On va tirer à une distance de 4 mètres, ce qui correspond à la distance moyenne des fusillades du cinéma. Voici le test de référence avec un 9 mm. Après quelques tirs bien placés, la cible est criblée de trous. Les différents tirs sont séparés de 6 cm. Et le 9 mm a traversé la cible à chaque tir. Passons maintenant au cloueur. L'heure est au bricolage. On teste le cloueur, voyons à quel point il est précis et dangereux. Et souvenez-vous, ne faites pas ça chez vous. Prêt? Bien visé. Tori enfonce des rangées de clous sur la cible. La précision est très grande. Et on dirait que ces tirs font mouche à chaque fois. Mais pour ce qui est de la pénétration, on a vu mieux. Il a l'air très précis, mais à 4 mètres, il n'a vraiment pas assez de pénétration pour porter un coup fatal. Une fois la distance réduite de moitié, les clous auront-ils 2 fois plus de pénétration? Le cloueur est-il une arme fatale à 2 mètres de distance? Il rebondit. Une fois de plus, les clous volent vers la cible. Ouais, regarde ça! Et quelques-uns viennent même se loger dans la cible. Mais même à la moitié de la distance, le cloueur ne fait pas un sans faute. En réalité, la plupart des clous rebondissent sur la cible une fois de plus. J'en ai planté quelques-uns. Oui, mais t'en as tiré 50. Ouais, le cloueur n'est pas l'arme la plus fiable qui soit. Même lorsque les clous pénètrent effectivement la cible, ils n'entrent pas très profondément. Voilà donc le mythe cloué au sol. Pour être mortel, les clous devraient traverser la cible. Ce cloueur est étonnamment précis si l'on considère qu'il n'a pas été conçu pour tirer à distance. Mais sa pénétration n'est même pas comparable à celle d'un pistolet 9 mm. Ce mythe est bidon.
Quand je prends l'avion, je n'emporte pas ces flingues. Avion et armes à feu ne font pas bon ménage. Inutile de lancer un débat là-dessus. Non, le débat porte sur la manière dont Hollywood filme ce qui se passe lorsqu'on réunit les deux. Au lieu de percer un petit trou dans le fuselage de l'avion, elle emporte la moitié de la coque et tous les stewards et passagers, gentils ou méchants, dans la foulée. Oui, mais qu'est-ce qui se passe vraiment lorsqu'on tire un coup de feu dans un avion? Je crois qu'on connaît tous la réponse. Ce jour-là, la question a définitivement trouvé une réponse. Voilà, l'arme est chargée. La pression régulée à l'intérieur du jet reproduit les conditions d'un vol à 10 000 mètres d'altitude. Des coups de feu sont tirés dans le fuselage et même dans les fenêtres. Mais en vain. Au moins, après cette expérience, je me sens plus en sécurité en avion. Elle nous démontre que même si quelqu'un tire un coup de feu à travers la fenêtre à côté de vous, tout ce que vous entendrez, c'est un bruit assourdissant. Mais en aucun cas, l'avion ne sera détruit. Le seul moyen d'obtenir une décompression explosive est, sans surprise, avec des explosifs. Veuillez vous assurer que les tablettes qui se trouvent devant vous sont rabattues contre le siège. Tout de suite, l'équipe s'affronte en duel. Imaginez un instant. Vous êtes au cœur d'un duel de western classique. Vous vous foudroyez du regard, il vous démange de saisir votre revolver, l'un de vous dégaine, vous tirez tous les deux, qui gagne? Sans doute celui qui dégaine le premier. Il est le premier à sortir son arme et donc le premier à tirer. C'est vrai, mais dans les films hollywoodiens, c'est toujours le dernier qui dégaine qui remporte le duel. Ce scénario semble plus logique dans la vie réelle, mais les expériences semblent indiquer que le temps de réaction est plus court lorsque l'on répond à l'attaque que lorsqu'on l'initie. Le deuxième à tirer est plus rapide? Eh oui. L'heure est au duel, les amis. Au pas de tir, il prépare le chronomètre pour voir ce qu'il en est. Dégainer. Oui, je sais qu'on dirait que le scénario des westerns est en faveur du héros. Le héros est le second à dégainer, mais il gagne toujours. Cette question a été débattue par de nombreux physiciens, parmi lesquels Niels Bohr, prix Nobel et expert en physique quantique. Il a émis l'hypothèse que si vous êtes le deuxième à dégainer, parce que vous réagissez sans réfléchir, vous pouvez être le plus rapide. Voilà pour la théorie. Il nous faut découvrir si elle se vérifie en dehors des films. Qui gagnera le duel entre le mythe et la réalité? Voici comment va se dérouler l'expérience. On va dégainer et faire feu de notre propre initiative. On enregistre la séquence en accéléré pour voir combien de temps exactement il faut pour dégainer son arme et tirer. Une fois notre temps de tir évalué, on recommencera le test pour déterminer notre temps de réaction à la vue de cette lumière. Quand la lumière s'allume, on dégaine. Les cow-boys utilisaient généralement des revolvers simple action, comme celui-ci. Simple action désigne le type de mécanisme qui requiert de ramener le chien vers l'arrière pour tirer. Afin d'éliminer le problème, on va opter pour un pistolet double action. Ça veut dire que lorsque vous pressez la détente, une balle part. Parce qu'il est question de tester la réaction et non la dextérité, la double action est essentielle. Cowgirl, à toi de commencer. C'est parti. Et la première à tirer, Buffalo Byron. Tu croyais que c'était ton jour de chance? Test numéro 1, Carrie dégaine. Très beau tir, Carrie. Bien joué. Puis Tori et Grant commandent le signal. C'était rapide. C'était beaucoup plus rapide que ton premier tir. Je crois que c'est la montée d'adrénaline. J'étais comme ça. Ouais, c'est sûr. C'était super. L'enregistrement montre ses réflexes vifs comme l'éclair au ralenti. Mais les temps ne seront donnés que lorsque tous les trois auront enregistré leur temps de réaction. C'est maintenant au tour du kid Imahara de tirer. Ouais, super. On passe maintenant au test de la lumière rouge. Fais-le attendre. Et Grant doit attendre un peu plus longtemps qu'elle s'allume. Tu vois la concentration sur son visage? Super, très beau tir. C'était long. J'aurais pas pu garder les yeux ouverts plus longtemps. Je dois me mettre dans la peau de mon personnage. Je crains le pire. Enfin, Tori la menace se prépare à dégainer. Adios, muchacho. Très rapide. Bien joué. On dirait que tu t'es entraîné. Ouais, dans les rues sauvages de Montry, en Californie.
Ouais, c'est ça. On dit qu'il y a beaucoup de cow-boys dans cette région. Ils se mesurent maintenant à la lumière rouge. J'ai l'impression que ma réaction était lente. Moi aussi. Vraiment? On verra avec la vidéo. Ouais, on sera fixé. Ce mythe requiert de comparer les performances de chacun et on commence par celle de Tori. Tori, en fait, a été plus rapide. C'est vrai? Oui, plus rapide de 140 millisecondes. La réaction de Tori était plus rapide d'une fraction de seconde, ce qui va dans le sens du mythe. Mais pour ce qui est de Grant, J'ai été un peu plus lent la seconde fois de 60 millisecondes. C'est presque rien. les résultats les plus étonnants sont ceux de Carrie. Et toi, Carrie? Tu es plus rapide de 290 millisecondes. Wow! Je suis efficace sous pression. Ça, on peut le dire. Tori et Carrie étaient tous les deux plus rapides. Qu'est-ce que ça prouve en ce qui concerne le mythe? Notre expérience semble prouver que le temps de réponse est plus court que le temps d'initiation. Dans mon cas, c'était presque identique. Mais Carrie a fait un bien meilleur temps la seconde fois. Bien sûr, pour ce test, le facteur de la cible vivante et mobile a été supprimé. Pour la seconde phase du test, on va donc devoir se tirer les uns sur les autres. Oui, le mythe selon lequel la réaction est plus rapide que l'action se porte bien. Mais le test final les verra se mesurer à quelques pas l'un de l'autre. Pour ce test, Adam et moi, on se tiendra à une distance de 3 mètres de l'autre. Je vais d'abord dégainer 3 fois, puis ce sera au tour de Jamie de dégainer 3 fois. Puis on verra à l'enregistrement si c'est vrai que celui qui bouge le premier meurt le premier. Nos deux hors-la-loi sont pourvus de protection pour paintball. Sundance Savage ouvre le feu, puis le Heinemann va répondre. Qui fera la première tache de peinture? On a tiré exactement en même temps. Adam a dégainé le premier, mais on dirait que les coups de feu sont partis au même instant. Le vainqueur de ce duel est donc... Pardon. Tu m'as touché juste là. C'était un très beau tir, juste ici. On ne le saura que lorsque la caméra aura tout enregistré. Après 3 duels initiés par Savage, c'est maintenant au tour de Jamie. Tu ne m'as pas raté. Bien joué. Toi aussi. Le Heinemann est tout aussi rapide à la détente que Adam. Je t'ai eu. Oui, on peut le dire. J'ai perdu. J'ai tiré presque en même temps que toi, mais je t'ai raté. Et tous ces tirs atteignent leur cible. Je suis mort. Je ne suis plus. Attends, j'ai oublié de tomber. Adam fait le mort. Qui est le véritable vainqueur de ce duel? Après avoir visionné les enregistrements, il semble que Jamie et moi avons tiré à des vitesses relativement similaires, à l'initiation comme à la réaction. Ça signifie qu'à chaque fois, le premier à dégainer a été le premier à tirer. Il semble par conséquent que lorsqu'on réagit au tir d'un cow-boy au lieu d'une lumière rouge, rien ne remplace le bénéfice de tirer le premier. Le premier qui dégaine est aussi le premier à mourir. Je crois que ce mythe est bidon. Oui, mais quoi qu'on en dise, le premier à dégainer est toujours le premier à tirer. Mais la différence de temps est infime. Ça veut dire que si les deux tireurs visent correctement, ils vont sûrement mourir tous les deux. On ne se contente pas de se mesurer à l'autre, on signe un pacte mutuel de suicide. On y va ? Tous aux abris, les Mythbusters s'attaquent à présent aux balles du cinéma. Le prochain cliché sur les flingues d'Hollywood porte sur les balles bizarres. De quoi il est question? Le Lone Ranger utilisait des balles en argent et les gangsters tirent des balles sur lesquelles est gravé le nom de leur victime. Le mythe réside dans l'idée que ces balles peuvent réellement être utilisées comme munitions. Tout à fait. Graver une balle peut altérer la répartition de son poids et une balle en argent a une densité différente. Elle risque de se briser en morceaux. Selon les films, une balle en argent est la seule chose qui puisse tuer un loup-garou. Graver le nom de son ennemi sur une balle est élémentaire, dans les westerns. Mais ces munitions modifiées atteindraient-elles vraiment leur cible?
Mesdames et messieurs, je vous présente l'ennemi public numéro 1. Il est temps de mettre à l'épreuve le mythe des balles modifiées du cinéma. La balle en argent est celle dans laquelle on grave le nom de son ennemi. On a déjà testé la balle faite de viande et la balle de glace. Elle est à peine entrée. Vous vous doutiez qu'on allait tester celle-là. Et pour tester ce mythe, on utilisera notre M1 Garand sur la cible qui se trouve derrière moi. Nous cherchons à mesurer la précision et le pouvoir de pénétration du tir. Pour une qualité de tir optimale, nous avons fait appel à Steven Lou, spécialiste des armes à feu. Il est également tireur d'élite. On souhaite non seulement déterminer le degré de précision de ces balles, mais aussi leur capacité de destruction. Pour cette raison, nous disposons des blocs d'argile derrière la cible pour mesurer les dégâts occasionnés par chaque tir. On pourra alors comparer les balles et déterminer laquelle cause le plus de dégâts. On commence par un tir de référence avec une balle traditionnelle à une distance de 30 mètres. Regardez l'argile. Ouais, c'est une pluie d'argile. Il en tombe encore. C'était le tir de référence. Il y a de la poterie dans l'air. Une balle en argent peut-elle causer de tels dégâts dans l'argile? J'ai vu ce que faisait l'argent. Il se déforme en refroidissant et forme des crevasses sur sa surface. Gênant pour un tir de précision. C'est possible, mais c'est maintenant à Steven de le découvrir. La balle en argent. À ton avis? À mon avis, on va tuer quelques loups-garous. On verra. On ne peut rien voir d'ici. Aucune différence. Bien que la dimension des balles en argent soit identique à celle des balles de plomb, la première manque sa cible. La seconde est trop à droite. Et la troisième en fait autant. Elle dévie sur la droite. L'argile a parlé. Ces balles en argent ne tirent pas droit. Il semble qu'une balle en argent ne permet pas un tir aussi précis qu'une balle en plomb. C'est intéressant. Non, c'est sûr. Si on essayait de tuer un loup-garou, on n'arriverait même pas à le toucher au cœur. Non. Non. Elles sont inutiles. Nous avons fabriqué ces balles en argent et chaque fois que notre tireur d'élite a tiré, elles ont dévié de leur trajectoire. L'une est partie vers le bas et les deux autres vers la droite. Regardez cette forme. L'une était en pleine rotation. Elle a touché la cible de biais. C'est parce qu'il est trop difficile de rendre une balle en argent parfaitement symétrique lorsqu'elle est fondue. Le mythe de la balle en argent est bidon. L'argent a manqué sa cible. Mais il reste une cartouche très particulière dans la chambre du fusil. C'est une pratique courante dans les westerns. Si vous avez un ennemi juré, vous gravez son nom sur une balle. Si un jour vous le rencontrez, vous le tuerez avec cette balle. On va tirer cette balle, mais d'abord, je dois y graver le nom d'une vermine notoire. J'ai nommé Buster. Grant a-t-il rendu cette balle inopérante en y gravant ses lettres? Buster, on a préparé une balle spéciale pour toi. Le tir de Steven est impeccable. Mais la balle gravée a-t-elle aussi gravé dans l'argile? Tout comme le tir de référence, le premier bloc est détruit et le deuxième est abîmé. Il semble que graver une balle ne change rien du tout. Le mythe est confirmé. Celui de la balle en argent? Non. Non. Voici le résultat des balles modifiées. Les balles en argent ne volent pas droit. En revanche, graver une balle n'y change absolument rien. Balle en argent, 0. Balle avec gravure, 1. Passons maintenant au mythe de la cible en mouvement. Voici un nouveau cliché des armes d'Hollywood. On ne peut pas toucher le héros. On voit ça partout, de James Bond à l'agence Tourisque. Ça dépend du tireur, mais une arme n'est pas d'une précision infaillible, en particulier les armes de poing. Si la course du héros est assez rapide, il a des chances de s'en sortir. Je sais comment tester ce mythe. On va se rendre au pas de tir et placer un grand nombre d'obstacles devant nous. Carrie, toi et moi, on sera armés de fusils et de billes de peinture, et Tori sera notre cible mouvante. J'aime beaucoup cette idée, surtout la partie avec les lanceurs de peinture. C'est vous qui allez tirer? J'ai eu peur pendant l'instant. Cette fois, c'est la guerre. C'est un scénario classique. Le héros court à travers une pluie de balles et s'en sort miraculeusement indemne. Mais peut-on vraiment traverser un torrent de plomb sans la moindre blessure? Nous voici sur le site de Yolo County pour mettre ce mythe à l'épreuve. Le héros peut-il courir lors d'une fusillade où une armée de gangsters lui tire dessus sans jamais être touché?
L'équipe dispose pour cette expérience d'un parcours d'obstacles. Ils sont armés de lanceurs de peinture. Mais avant de commencer, quelques protections s'imposent. Les générations à venir crient de douleur en ce moment. Voilà ce qui va se passer. Au commencement, Carrie et moi serons tournés dans cette direction. Quand tout le monde sera prêt, on criera 3, 2, 1, partez. Tori commencera alors sa course. Le chronomètre sera mis en marche et on verra en combien de temps on peut le toucher. Ma mission est de terminer le parcours sans jamais être touché. Mais j'ai un avantage. Ils savent pas d'où je vais partir. Est-ce qu'ils vont m'avoir? J'aurais pas accepté de courir si je les en croyais capables. Tori est parfaitement sûr de lui. Mais Carrie et Grant ont déjà le doigt sur la détente. Je crois que Tori est prêt à partir. Il lui faut courir s'il veut sauver sa vie imaginaire. Nous y voilà. C'est ma chance à présent de traverser ce parcours sans être tué. 3, 2, 1, c'est parti! Tori tente sa chance, Raté. esquivant les balles. Touché. Je l'ai eu. Mais il est touché en peu de temps. Aucun bouclier ne peut plus le sauver à présent. Tori a été très rapide, mais il n'en est pas moins mort. Il s'avère qu'un héros de film d'action peut être tué après tout. Au cœur d'une fusillade. Combien de temps j'ai survécu? 6 secondes. C'était rapide. Comparé aux fusillades dans les films, c'était vraiment trop rapide. Il n'a fallu que 6 secondes pour tuer Tori, mais on ne peut pas juger du bien fondé de ce mythe si le héros n'a pas lui aussi une arme entre les mains. C'était génial, je vous le cache pas. Courir à travers le site tandis qu'il me tirait dessus m'a donné une vraie montée d'adrénaline. Et j'ai presque traversé tout le parcours. Mais ils m'ont touché. On passe maintenant à la phase suivante. Cette fois, je serai armé, moi aussi, et je vais me défendre. Voyons s'ils peuvent toujours me toucher. La première tentative a été infructueuse. Mais si le héros peut se défendre, est-ce que ça suffit à le rendre invincible? Pour le savoir, Carrie et Grant tenteront d'éviter les tirs de Tori, tandis qu'il tentera de survivre aux leurs. Voici, on ne touche jamais le héros lorsque le héros est armé. 3, 2, 1, c'est parti! Cette fois, Tori part de l'autre côté du parcours. On lui tire dessus et il contre-attaque. Il survit facilement au-delà des 6 secondes de sa première tentative. J'ai pas été touché. J'ai réussi. Prenez ça. Mais à mesure que ce test se poursuit, il reçoit une balle à la 30e seconde. Et ses assaillants aussi. L'expérience scientifique tourne au règlement de compte. Une fois l'équipe calmée, voyons ce que ce test révèle sur le mythe en question. Vous m'avez pas raté. Alors, combien de temps est-ce que j'ai survécu avant d'être touché? 30 secondes. 30 secondes? Ouais. Pourquoi vous n'avez pas arrêté? C'était trop drôle. On peut dire que ce mythe est bidon. Le héros se fait tirer dessus quoi qu'il arrive. Ouais, mais c'est beaucoup plus difficile de toucher un adversaire qui se défend. Je dois vous avouer quelque chose. Une fois qu'il est parti, je vous ai tous les deux tiré dessus. Quoi? C'est moi qui ai fait ça? On dirait que je t'ai eu. Ouais, je crois qu'on est tous morts. Lors de la première tentative, on a eu Tori en 6 secondes. Touché. Et à la seconde tentative, quand il était armé, on l'a eu en 32 secondes. C'est 5 fois plus de temps. Cependant, il a été touché malgré tout. Peut-être que le héros est mythique, mais dans la vie réelle, il n'évite pas les balles, il sera tué. Combien de fois as-tu vu dans un film le héros recevoir une balle, tomber, ses yeux se fermer, sur fond de musique dramatique, et juste au moment où tu commences à pleurer parce qu'il est mort, il se relève, parce qu'il avait quelque chose dans la poche qui a arrêté la balle et lui a sauvé la vie. Un briquet, une Bible ou encore un jeu de cartes. Tout à fait. Il y a tellement d'exemples différents qu'on a fait ce test de nombreuses fois dans cette émission. Et si on demandait au monteur de retrouver tous les tests effectués et d'en faire une séquence complète, pour montrer une fois pour toutes ce qui est à l'épreuve des balles et ce qui ne l'est pas? Bonne idée. Vous avez entendu? Tir au 9 mm dans un Frankenfish. Au fil des ans, l'équipe a tiré dans des objets pour le moins étranges.
Tuons le mort-vivant! et dans les objets les plus bizarres. Bien visé! Mais quels objets sont vraiment capables d'arrêter les balles? Prépare les munitions. Inutile de compter, voici la liste complète. Elle l'a transpercé. Je te vois par le trou. Il est comment, mon nouveau gilet pare-balles? Vise la batterie cette fois. La vache, incroyable. Mais la découverte la plus alarmante concerne les boucliers de protection supposés à l'épreuve des balles qu'ils ont utilisés tout au long de la première série. Il n'est pas du tout pare-balles. Tu nous as dit que cette matière arrêtait les balles. Ce n'est pas vrai? Ce plastique est à l'épreuve des balles, pourvu qu'il soit utilisé en épaisseur suffisante et dans des conditions adaptées. Oui, une épaisseur de 2,5 cm. Oui, la balle a été arrêtée. Les membres de l'équipe ont même confectionné de leurs mains des mélanges à tester. Les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous. De la farine de maïs mélangée à de l'eau. 2, 1... J'ai ici du FGR 95 et des cubes d'aluminium. La balle n'est pas passée. Essayons avec ces tuiles. En route vers le pas de tir. Les tuiles de Jamie 3, nos balles et projectiles 2. Et pour finir, les choses aussi étranges que répugnantes. Regardez-moi ça. L'idée, c'est que si vous êtes assez gros ou assez musclé, vous pourriez arrêter une balle. 3, 2, 1... Et maintenant, les muscles. Même les muscles n'ont pas résisté. Ni les muscles, ni la graisse. Aucune partie de ton corps ne fera de toi un surhomme. Je crois que tu devrais oublier ça. Voici donc la liste finale. Mais on ne s'arrête pas là. C'est parti. Cet épisode spécial de MythBusters ne serait pas complet sans que nous vous offrions une séquence montée des plus spectaculaires déluges de balles de l'émission.